Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Merci à toutes les personnes qui follow directement. Il y a des personnes qui follow déjà maintenant. Ce matin, ça va être live chill. Hein. On va chiller maintenant le matin. Du coup, vous voyez qu'en haut, il y a le petit sommaire, donc la semaine du Bitcoin, les news, la question, le bon plan et le mot de la fin. Alors le mot de la fin, je l'ai pas trouvé cette semaine. Normalement, je vous dis un petit peu un truc que j'ai appris cette semaine. Étant donné que j'ai que entre guillemets 20 ans. J'apprends beaucoup de choses et du coup j'essaye de partager quelque chose que j'ai appris dans la semaine et qu'on peut appliquer au monde de la crypto, de l'investissement, etc. Là cette semaine j'ai pas trouvé, hein, je vais pas vous mentir, j'ai une semaine plutôt calme entre guillemets, hein, j'ai surtout bossé, j'ai pas vraiment fait de dinguerie. Mais à coup de pas, pour la semaine dernière, j'ai fait une grosse impasse sur un sujet très important, qui était un peu le centre du live en fait. Je vous ai dit qu'on ne payait pas d'impôts en ayant acheté des cartes cadeaux. Je vous avais même mis un site en avant, etc. qui est super bien. Le seul truc, c'est qu'en fait, on paye des impôts là-dessus. En fait, je pensais que moi, c'était simplement, on payait des impôts, la flat tax, donc 30% sur les plus-values, uniquement au moment où on passait de crypto vers les monnaies fiat. Donc crypto vers dollar, crypto vers euro, enfin bref. Je pensais qu'on payait cette flat tax juste là. Le seul problème, c'est que c'est faux en fait. C'est tous les produits financiers qui ont une valeur réelle en euros quoi. Et étant donné que les cartes cadeaux, par exemple, les cartes cadeaux Amazon, elles ont bien une valeur en euros, ici, à ce niveau-là. Donc elles s'apparentent à des monnaies fiat, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Et donc c'est un truc sur lequel on paye des impôts. Donc voilà, je suis désolé de vous avoir dit des fausses informations, et donc j'espère que ça se reproduira plus. C'est compliqué hein, la fiscalité. Normalement, si tu es au-dessus de 305 € de profit par an, donc si tu retires 305 € de tes profits, tu commences à payer des impôts là-dessus. Et en fait, par rapport à ce que tu retires, c'est-à-dire que par exemple, imaginons que tu aies 1000 € dans ton portefeuille et que tu mettes 1000 € sur les cryptos, que tu ressortes, que tu fasses 500 € de plus-value et que tu ressortes que 500 €, et tu vas pas payer 30% que sur ces 500 €, mais en gros, étant donné que ton portefeuille a augmenté de 30%, tout ce que tu retireras, ils vont prendre en compte 30%. Je sais pas si vous comprenez. Et dites-moi, je vais vous poser une question pour les plus fiscalistes d'entre vous là. Si on a moins de 305 € de profit, parce que la loi dit ça, la loi dit moins de 305 € de profit, beaucoup disent il n'y a rien à déclarer. Mais est-ce que si on a moins de 305 € de profit, il n'y a rien à déclarer, ou est-ce que il faut déclarer, mais il n'y a rien à payer en impôts? Parce que moi, ça veut dire que moi, demain, faut déclarer ses impôts, faut déclarer ses plus-values et tout. Moi, j'ai fait... Donc ça veut dire déclarer, mais rien payer. Alors là, il y a deux versions qui s'opposent. Il y a quelqu'un qui dit pas de déclaration, et quelqu'un d'autre qui dit déclarer, mais rien payer. Du coup, j'aimerais bien savoir cette subtilité. Oui, donc on doit déclarer. Oui, je confirme tout déclarer. Non mais... c'est pas possible. Pas de déclaration, je l'ai vu en cours. Vous voyez, ça c'est bien le problème qu'on a en France. C'est pas les personnes. C'est pas nous le problème, je pense que c'est plutôt l'État qui fait pas un truc sain. Du coup, on passe directement sur le cours. Alors comme vous pouvez le voir, on est en daily. Vous avez vu que j'ai mis un espèce de triangle ascendant. Parce qu'on fait plusieurs touchettes sur le bas, donc pour l'instant la borne haute elle est pas encore validée parce qu'on l'a pas touché plusieurs fois. Je vous rappelle que pour... Ah si, on l'a touché plusieurs fois. Non, j'ai rien dit. Ça se voit pas bien, mais on l'a touché une fois ici. On l'a touché une fois ici, une fois ici et une fois ici. Donc 3 touchettes, on l'a validé, entre à peu près. Ensuite, 2 touchettes en bas, enfin une touchette ici en bas, une deuxième touchette presque ici, une aussi ici. Ici on a transpercé mais on l'a pas validé, la clôture. Ici aussi, et là on a rebondi carrément dessus. Je vous avoue que je l'ai replacé avant mon live, parce qu'avant elle était un peu plus haute. Et donc si on suit ce triangle ascendant, la cassure elle serait en juin, donc aux alentours de juin. Ça serait possible qu'on fasse un espèce de range, justement, qu'on soit comme ça, qu'on ait borne haute, borne basse, même un truc un peu comme ça, borne haute, borne basse, et qu'à un moment on pète à la hausse. Ce genre de triangle, on a plus de chances de le péter à la hausse plutôt que à la baisse, mais c'est possible de le péter à la baisse. Croyez-moi, si on le pète à la baisse, ça va redescendre assez fort, et pourquoi pas peut-être aux 30 000, quelque chose comme ça. Donc pourquoi pas sur des niveaux comme ça. En attendant, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On peut voir aussi, pour les personnes un peu plus, pas crédules, mais je veux dire, qui peuvent se poser des questions, on peut voir aussi un range. Parce que vous voyez, on fait une espèce de touchette ici. Ici aussi, on fait une touchette. On pourrait très bien redescendre ici, et dans ces cas-là, on serait dans un espèce de range entre les 34 500 $ et les 45, à peu près, ouais, 45 600. Et oui, le ruban est de moins en moins, il est de moins en moins intéressant, parce que on fait que passer au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. En revanche, ce qui est cool avec ça, c'est que il fait que de se resserrer. Et au bout d'un moment, il sera tellement resserré qu'on n'aura plus de mal à le passer. Bon, après, du coup, on pourra le passer dans les deux sens. Mais plus il est resserré, plus ça veut dire que la volatilité peut commencer à éclater. Et j'ai l'impression que j'ai des problèmes de diction. Mais bref, si on le casse un moment, si vous voyez qu'en fait, il commence à faire comme ça, qu'on est au-dessus,
ça serait magnifique qu'on puisse arriver genre à un moment, que le Bitcoin soit au-dessus, qu'on reste un petit peu en haut et tout. On refait une touchette là-dessus, tac. On rebondit sur le ruban, plus sur le triangle, sur la bande basse du triangle ascendant, et là on pourrait repartir à la hausse, faire ça, pouf, ça m'étonnerait, hein. On fait jamais le marché fait jamais ce qu'on veut, et fait jamais des figures aussi belles, surtout dans des périodes d'incertitude comme on a en ce moment. Donc là, j'ai pas grand chose à vous dire. Si les volumes sont descendants, donc pour l'instant, ça annonce pas le retour d'une tendance haussière durable en tout cas. On verra ce qu'il en est aujourd'hui. Sinon, en weekly, qu'est-ce qu'on a? En weekly, bah, on a encore un rejet du ruban. Je vais vous montrer là, hop, ici. Vous voyez que on s'est fait rejeter une fois ici, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Enfin bref, on se fait que rejeter. Et donc pour l'instant, à mon avis, le cours à long terme n'est pas prêt à passer au-dessus. En revanche, on peut voir que les volumes plutôt ascendants sur cette partie-là. Ça serait bien que cette semaine, on ait des volumes qui sont un peu plus hauts ici, histoire qu'on ait, pourquoi pas, des volumes à long terme qui soient ascendants. Au niveau du MACD, bah, on va sûrement croiser bullish dans pas longtemps. Par contre, en monthly, le MACD, bah, il a croisé depuis 3 mois en fait. J'avais pas remarqué ça, et ça c'est assez négatif, j'ai envie de dire, dans le sens où pour l'instant on fait que des bougies rouges, et donc on pourrait continuer à faire des bougies rouges un petit peu, et reprendre pourquoi pas en juin, comme je vous ai dit. Donc là, ranger encore pendant 3 mois dans ce triangle ici, et pourquoi pas le péter en juin, et en juin commencer à recroiser bullish au niveau du MACD. Donc voilà, alors là en ce moment on se fait chier clairement sur les marchés, sur le Bitcoin en tout cas, mais c'est un des meilleurs moments pour investir, et en plus ça renforce les 38K. Je sais pas si vous voyez les volumes profile, alors moi je les ai pas, étant donné que j'ai pas un abonnement premium sur TradingView, mais les volumes profile, vous savez, c'est les zones en fait au niveau des prix auxquelles le Bitcoin est le plus résistant. Et donc là en fait à mon avis on a une très grosse zone, vous voyez qu'on l'a beaucoup travaillé cette zone. Et ici en fait on a une énorme zone, et à mon avis ça pourrait être vraiment pas notre plafond vert, mais justement notre sol de marbre, j'ai envie de dire. Ça peut être notre sol de marbre. Pour le prochain bear market en fait, ou la prochaine grosse correction. C'est-à-dire que si on remonte aux 100 000 ou aux 200 000 ou quoi, et ben on pourrait redescendre, mais pas plus loin que ça. Entre les 30 000 et les 20 000, en fait, entre là et là, il n'y a eu que ça. Et c'est rien du tout ça. Donc là, si on pète ici, vous pouvez être sûr que ça revienne ici directement aux 20 000. Et donc c'est très intéressant qu'on solidifie en fait cette zone-là. Et encore là, dites-vous qu'on est plus haut que cet été. Mais c'est un très bon moment pour investir. Même si on redescend en bas du range ou aux 30 000, ça sera toujours un bon moment pour investir. Toujours pareil, hein, investissez quand ça descend et vendez quand ça monte. Toujours en DCA et seulement ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Alors en gros, moi ce que j'ai compris, c'est que imaginons que vous avez investi par exemple 1000 €. Bon, désolé pour cette qualité de merde. 1000 €. Voilà. Donc ça c'est votre portefeuille total. 1000 € dans votre portefeuille. Et à la fin de l'année, par exemple, votre portefeuille total s'élève à 15 000. Donc là, tac, en rouge, ça va être la partie que vous avez rajoutée, que vous avez gagnée. Tac, et ben là, ça s'élève à 15 000 €. Hop, tac. Et ben en fait, si vous ressortez tout, en fait, la part de vos plus-values, en fait, ici, elle est à 30% en fait. Ça, c'est 30%. C'est 33% pardon, de votre portefeuille. Et ça, en gros, c'est votre investissement de départ. Si de ce portefeuille-là, vous retirez, par exemple, vous faites un virement sur votre compte bancaire de 500 €, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Et ben en fait, on va payer par rapport à la part. Par exemple, là, les plus-values, elles s'élèvent à 33%. Et ben en fait, vous allez prendre 33% de ça, de 500, et ben vous payez 165. Voilà. De tête, hein. De tête, les gars. En gros, ce qui va être imposable, c'est ça. C'est-à-dire que sur les 165, vous allez payer en réalité 30% sur ces 165. En fait, étant donné que là, votre portefeuille total, il s'élève à 15 000. De ce que vous avez ressorti... Attendez, non mais les gars, on essaye de comprendre. De ce que vous avez ressorti 500. Vos plus-values, elles s'élèvent à 33%. Donc, l'État considère que sur les 500, il y a 33% qui sont des plus-values. Et comme les plus-values sont imposables, vous êtes imposable sur les 165 €. Voilà, c'est ça. Axivre, il nous dit, tu retires 500, tu payes les impôts sur 165, égale 49,50. Exactement. Ça, c'est votre investissement de départ, en bleu. À la fin de l'année, votre portefeuille, il s'élève à 2000. C'est ça peut-être qui vous a perdu un petit peu. C'est le fait qu'on fasse plus 100% de plus-value, mais qu'au final, sur le portefeuille, ça pèse que 50%. On va faire des carrés, c'est là, sur la totalité de votre portefeuille. Donc ça, c'est en fait, ça, c'est votre investissement de départ, donc c'est les 1000 € plus 1000 €. Et donc, cette part-là, en fait, elle représente seulement 50%. En fait, là, c'est 50 en plus sur votre portefeuille. Enfin non, c'est 100% en plus, mais cette part-là représente 50%, étant donné que cette part-là représente 50%. Parce que d'un côté et de l'autre, on a 1000 €, on a 1000 et 1000. Pour l'instant, jusque-là, tout va bien. Allez, les gars, c'est la dernière fois qu'on en parle, après on passe sur Elrond. On passe sur la super bonne news de Elrond. Donc là, on est d'accord. Les gars, on est en plein cours de maths, là. S'il vous plaît, un peu de silence. Vous allez vous faire un virement sur votre compte en banque. Donc ça va être en rouge. C'est ce que vous allez sortir. Vous allez sortir, si c'est inférieur à 305 €, donc 304 €, vous allez rien payer. Donc vous allez déclarer. Vous allez déclarer que vous êtes passé de 1000 à 2000, mais que vous avez sorti que 304 €. Et donc là, l'État français considère qu'en fait, 304 €, et ben c'est pas imposable. Donc vous avez rien à payer. En revanche, si vous sortez 500 €, vous allez être imposé sur la part
En fait, là, j'ai mis la flèche en dessous de l'investissement, mais en fait, il faut comprendre que c'est le portefeuille total, en fait. Attendez, je sais. En fait, ce que je retire des 500, c'est le portefeuille total. Donc, je retire 500 des 2000, en fait, clairement. Et du coup, étant donné vous êtes imposé que sur les plus-values, et ben, il faut prendre en compte que sur les 500, il y a une part qui est de l'investissement de départ, et une part qui est des plus-values. Et comme il y a 50% qui sont en plus-value, vous allez être imposé seulement sur 50%. Donc 500, 50%, c'est 250 euros. Et là, comme on l'a vu tout à l'heure, donc ça, vous allez être imposé là-dessus parce que c'est les 50%. Donc vous êtes imposé seulement sur les 250 que vous avez sortis. Et 30%, la flat tax en France, c'est 30%. Et bien vous allez être imposé à... ce que vous allez devoir payer aux impôts, c'est 75 euros. Voilà. Et donc en fait, ça, c'est ce que vous allez réellement payer aux impôts. 75 euros. Si vous sortez 500 euros. Il n'y a pas l'abattement des 300? Si. Ah oui. Ah putain, ok. Ah, il n'y a pas d'abattement parce qu'on considère que tu es imposable. Donc en fait, si par exemple je sors 304 euros dans l'année, je paye rien. Si je sors 310 euros, je paye les impôts sur les 310 euros. Ok. Comment ils savent comment tu es sur ton portefeuille Binance? C'est à toi de le déclarer. En fait, on part d'un principe quand tu fais ta déclaration que tu es de bonne foi. Et donc t'es pas obligé, mais si tu veux déclarer par exemple que finalement t'as fait que 1000 euros de plus-value, et alors qu'en fait t'as fait 100 000, ils peuvent le savoir. Imaginons que t'aies fait 100 000 euros de plus-value, et qu'au final toi tu déclares aux impôts que t'as fait que par exemple 50 000 euros de plus-value. Et ben ils vont aller voir ton compte Binance, et on va voir, ah mais en fait il a fait 100 000 euros de plus-value, il a pas fait que 50 000 euros de plus-value. Et du coup là, ils vont se dire, merde, lui il nous a magouillé. Donc ça c'est votre portefeuille total, sauf que la part de l'investissement de départ, il est ridicule, il s'élève à 1%. Et donc là vous allez raquer les gars, c'est là où vous allez payer beaucoup d'impôts. Donc là c'est l'investissement de départ. Tout ça, c'est les plus-values sur votre portefeuille total. Et sauf que là, ça s'évalue pas à 50%, ça s'évalue à 99% de la totalité de votre portefeuille, vos plus-values. Et donc là, vous allez plus être imposé seulement sur 50% de votre portefeuille. Vous allez être imposé sur 99% de votre portefeuille. Donc même si vous déposez, par exemple, là, c'est votre portefeuille total, comme on le disait, et ben en fait, si vous sortez 500 euros, et ben en fait, vous allez être imposé sur 99% de ce portefeuille. Ok Google, 99% de 500. Hop, 495. Et donc là, vous allez être cette fois-ci non pas imposé, en fait, vous êtes imposé que sur vos plus-values. Et donc là, vous allez payer la flat tax sur 495 euros. Ok Google, 30% de 495, 148,5. Bon bah 148 euros, on va dire. Et donc en fait, vous allez payer 148 euros d'impôt sur les 500 que vous avez retirés. Imagine, t'achètes de la drogue, par exemple, sur le Darknet. Hop, avec le Darknet, hein, on va juste ça va être... Hop, ça c'est le Darknet. Et bien fait mon Darknet. Hein. Vous achetez de la drogue sur le Darknet avec des bitcoins. Non, vous vendez de la drogue. Vous avez des bitcoins dans votre pote. Hop. Comment vous faites pour les transférer en euros, d'après vous? Et ben vous allez passer par un exchange. Sauf que cet exchange, et ben vous avez forcément rempli un KYC. Donc vous allez par exemple le mettre sur Binance. Alors on va faire le logo Binance. Désolé pour les yeux. Voilà. Ça c'est le logo Binance, on va dire. Je sais que c'est plutôt un losange comme ça, tac. Voilà. Vous le mettez sur Binance. Sauf que Binance, eh ben, ils connaissent votre identité en fait. Hein. Vous êtes Jean-Michel Dupont, vous habitez telle rue à Paris, vous avez vendu de la drogue. Et ils savent que ça vient de cette adresse Bitcoin. Ils savent que cette adresse Bitcoin, eh ben, elle a acheté de la drogue, elle a vendu de la drogue sur le Darknet. Et donc en fait, les autorités, bah, grâce à Binance, grâce aux clés publiques, grâce à la blockchain, eh ben, ils savent que vous avez vendu de la drogue. En revanche, si par exemple tu vends de la drogue, que tu as des bitcoins et qu'ensuite tu rachètes par exemple un truc qui n'est pas une monnaie fiduciaire, mais par exemple, je sais pas moi, des cartes bancaires volées par exemple, bah là ils peuvent pas savoir que c'est toi, la carte bancaire. Hein, si tu passes pas par Binance, c'est bon. Par contre, si tu restes uniquement sur Darknet, bah, c'est bon. Hop, en rouge c'est que le Dark. Il y a MiCA, donc la régulation MiCA, qui va être votée aujourd'hui. Donc on va voir si la réglementation européenne va passer aujourd'hui. Et si elle passe aujourd'hui, je compte sur Asher et tous les pros du domaine, etc. Qui sont là-dedans pour nous faire une review un petit peu de MiCA, qu'est-ce que c'est. J'ai essayé de le lire, franchement c'est indigérable. Et puis la plupart des trucs, en fait, les trucs les plus intéressants pour nous, c'est vraiment dans les petites lignes en fait. Pourquoi ils font pas une fiscalisation européenne? Bah ce serait le plus simple en fait. La plupart des pays européens, enfin pas la plupart, mais en Allemagne, en Suisse et en Belgique, ils sont tous, ils considèrent pas les crypto-monnaies comme des produits financiers. Ou alors ils les considèrent comme des produits financiers, mais ils les fiscalisent pas au même titre. Le problème qu'on a en France, c'est que pour eux, crypto-monnaie c'est spéculatif, et donc crypto-monnaie, bah, c'est égal comme des actions en fait. Le problème c'est que les crypto-monnaies, c'est pas vraiment ça en fait. C'est des monnaies en soi. Si beaucoup de gens appellent ça des monnaies, il faut que l'État prenne ça en compte, tu vois. Ah ouais, c'est fun, hein.
152 pages en anglais est totalement indigeste. Bah ouais. J'ai essayé de lire un petit peu, tu vois, je me suis dit, bon, je vais peut-être ressortir une info, un truc. Non, c'est impossible. 152 pages. Bon, j'ai vu qu'au début, les premiers articles, bon, c'était qui est-ce qui était déclaré en temps de quel nom et tout, à qui la régulation s'appliquait ou non et tout. Je dis, bon, ça, je passe, tu vois. Et je me suis dit, article 3, ils vont nous dire, bon, bah, article 3, les crypto-monnaies sont reconnues comme une monnaie à part entière. Non, je rigole, j'allais pas dire ça, mais j'aurais préféré avoir une petite info assez croustillante. Et non, en fait, au bout d'une demi-heure, j'ai lâché, je me suis dit, vas-y, ça sert à rien, t'as 152 pages en anglais et tout. Impossible. La France est toujours à la bourre. Bah ouais, c'est ça le problème. Est-ce que ça vous dirait que je fasse des lives solo sur une chaîne pas celle de Crypto Future? Parce que j'ai réfléchi à ça et en fait, j'aimerais bien être indépendant, entre guillemets, dans le sens où j'aimerais bien. Je continuerai à faire crypto le matin, tous les matins. Mais par contre, j'aimerais bien aussi faire des lives, moi, de mon côté, tout seul. Et pas forcément parler que de crypto, mais parler aussi un petit peu de mes passions dans la vie, de qu'est-ce qu'on peut faire, de jouer pourquoi pas à des jeux. Voilà, parler de tout et de rien. Et pas faire seulement des lives le matin, le lundi matin, quoi. Donc voilà, je voulais vous demander si ça vous intéressait et qui serait chaud à me suivre dans cette aventure. Parce que le but aussi, c'est que je me lance sur Twitch et pas commencer de rien. Bien sûr, je ferai de la pub, je demanderai à Mathéo si je peux faire de la pub et tout, machin. Bref. Et le lancer un petit peu comme il a fait pour lancer Alan. Donc voilà, j'en ai encore pas parlé du tout. Je vous en parle à vous en premier. Mais voilà, sur quel format YouTube, Twitch plutôt Twitch en fait. Je veux pas trop me prendre la tête à faire du montage et tout parce que j'ai beaucoup de travail, mais je me dis que lancer un petit live Twitch de temps en temps, je sais pas, je dirais peut-être 2-3 fois par semaine, pourquoi pas. Genre le jeudi, en pleine journée ou quoi, voilà, ou même le mercredi, ou même le lundi, pourquoi pas dans la journée. Et je continuerai bien sûr toujours à faire les lives crypto le matin. Je les ferai sûrement pas le soir, mais plutôt dans la journée. Donc voilà. Je voulais savoir si ça vous intéressait et si vous étiez chaud à me suivre dans l'aventure, parce que le but c'est pas que je commence de zéro, mais que j'ai déjà, je sais pas moi, une petite vingtaine de viewers, trentaine de viewers quand je commence. Et voilà, et que je puisse fidéliser une communauté. Moi je sais que je kiffe bien le drone FPV, et on pourrait faire du simulateur par exemple de drone FPV et tout, je pourrais vous apprendre à... on pourrait partager ça, on pourrait partager aussi des trucs de crypto, mais j'ai jamais eu vraiment trop le temps et vraiment les thunes de m'y intéresser. Et là, du coup, à mon anniversaire, j'ai reçu un petit drone d'entraînement, entre guillemets, pour le FPV. Et du coup, j'ai téléchargé un simulateur au même moment. Et donc, on pourrait faire du simulateur ensemble. Et parler de tout et de rien, tu vois. C'est pas simplement on parle drone à fond. On parle des actualités, on parle un petit peu de ma vie à moi, de trucs perso et tout. Pas 100% perso non plus, mais voilà. On parle juste ensemble et tout, tranquillement. De sujets, de tout et de rien. Un petit peu comme on peut le faire dans Crypto le matin. Mais Crypto le matin, le problème, c'est que je suis pas sur ma chaîne. Donc, des fois, il y a des trucs que je m'empêche de dire. Ou alors, il y a des choses que je m'empêche de montrer. Ou alors que j'ai pas demandé l'autorisation à Mathéo. Et donc, des fois, ça peut un peu me bloquer. Et pouvoir aussi essayer d'avoir des partenariats pour vous régaler, pour régaler la communauté, faire des giveaways sur Twitch et tout. Bref, voilà, créer une petite communauté. Et donc, voilà. Donc, je serais chaud de savoir combien de personnes seraient chaud de me suivre dans l'aventure. Tente et tu verras, ouais, bah, bien sûr. Après, le truc, c'est qu'en fait, j'aimerais bien tenter, et pas que ça marche directement, mais je veux dire que moi, j'ai beaucoup travaillé dans la semaine, et si je lance et que je vois qu'au final, bah, les gens sont pas intéressés, ça va être chiant. Après, je vous pose cette question, ça se trouve, je vais revenir sur ma décision. Mais voilà, je voulais juste savoir, avoir un petit sondage, comme ça, j'ai une idée un petit peu de si ça intéresse les gens, si un inconnu comme moi, ça les intéresse pas, voilà. Bon, du coup, on va passer sur vraiment le véritable titre du live qu'il y avait à la base, qui n'était pas cours de maths, mais plutôt Elrond, des dingueries. Hop. Alors, qu'est-ce que ça leur permet de faire? Donc ils ont racheté TwistPay. Alors je vous rappelle qu'ils ont racheté Utrust, qui est une solution de paiement en ligne, la plus grosse aujourd'hui, pas dans le monde, mais une des plus grosses, une des principales. Par la même occasion, Binance a lancé son même service, son Utrust à lui, qui s'appelle Bifinity, je crois. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que ça leur permet de faire, TwistPay? C'est pas une solution de paiement en ligne. En fait, c'est un des plus gros acteurs au niveau de Visa et de Mastercard pour l'émission des cartes, donc c'est-à-dire pour faire des cartes. Donc qu'est-ce que ça leur permet de faire? Ça leur permet d'opérer dans l'espace européen sous processeur de paiement. Donc dans l'Union Européenne, l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Pas encore la Suisse, je crois. Peut-être la Suisse, mais je suis pas sûr. Donc oui, comme je disais, TwistPay, c'est un membre principal de Visa et Mastercard pour l'émission de cartes. Donc, c'est eux qui émettent les cartes, en fait. C'est un des acteurs qui émet les cartes Visa et Mastercard. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une nouvelle crypto-carte qui soit en relation soit avec votre portefeuille Maillard, soit avec directement votre portefeuille Elrond. Donc, c'est-à-dire un portefeuille décentralisé direct. Et donc ça, c'est un virage stratégique que Elrond a pris. En acquérant TwistPay, Elrond accomplit donc un virage stratégique pour se positionner comme un pont entre la finance traditionnelle et l'industrie des crypto-monnaies. Comme je vous disais, s'il y en a une carte crypto qui est reliée directement à votre portefeuille décentralisé Elrond, par exemple, ça serait tout simplement génial, vraiment. Ça voudrait dire qu'en fait, dans un magasin qui accepte EGLD, par exemple, Utrust ou je sais pas,
vous pourriez potentiellement payer directement en sans contact, en disant bah moi je vais utiliser mes EGLD, j'utilise mes EGLD comme ça, et hop, je n'aurais pas eu la flat tax du coup parce que j'aurais pas dépensé mes plus-values. Et en plus, je pourrais, c'est beaucoup plus simple quoi. Genre j'aurais une carte directement qui est reliée à mon compte décentralisé. Cette acquisition confère également à Elrond une capacité supplémentaire à offrir une infrastructure pour des solutions de paiement plus rapides et moins coûteuses, ce que je vous disais. Elrond prévoit aussi d'explorer la création de nouveaux produits, toujours dans le cadre de la réglementation dans l'espace économique européen. L'équipe mentionne en particulier les stablecoins, donc potentiellement un nouveau stablecoin qui serait peut-être adossé à l'euro. Ça serait vraiment génial. Donc un stablecoin adossé à l'euro, émis directement par Elrond. Et de plus, ce qui serait cool, ça serait qu'il soit décentralisé. C'est-à-dire qu'il ne soit pas garanti par Elrond. Je vous rappelle que l'USDT et l'USDC par exemple, c'est des entreprises qui l'ont émis, parce que derrière, elles ont les fonds en dollars pour pouvoir les émettre. C'est-à-dire que par exemple, si elles ont 10 millions de dollars, elles vont pouvoir émettre 10 millions de stablecoins. En l'occurrence, les stablecoins décentralisés, c'est ce qui permet en fait d'avoir un stablecoin qui n'a pas de fonds derrière en fait, qui est simplement algorithmique. Donc certes, les variations sont plus souvent possibles, en revanche, c'est complètement décentralisé. Donc même si demain l'entreprise elle tombe, eh ben ces fonds ne seront pas perdus en fait. Alors que demain, si l'entreprise qui émet l'USDT, qui est Bitfinex, je crois que c'est Bitfinex, tombe, et ben l'USDT retombe à zéro en fait, tout simplement parce qu'ils n'auront plus de fonds. Là où ce qui est bien, c'est que par exemple Terra Luna, ils ont un stablecoin qui s'appelle l'UST, qui est complètement algorithmique, je crois, et qui permet en fait de garder le dollar, enfin le stablecoin à 1$. Voilà. Et donc c'est pas la société de Terra Luna qui possède les fonds. Ensuite les cryptocartes, donc comme je vous disais, payer avec une cryptocarte et tout. Certaines solutions de la finance décentralisée, donc le Maiar Exchange par exemple, les tokens non fongibles, donc des NFT. Donc moi j'ai déjà des NFT sur Elrond, mais on pourrait avoir d'autres utilités des NFT. Et on parle aussi notamment de Ethereum. Et tout ce qui touche au Web 3.0, Benjamin Mincu, donc le PDG de Elrond Network, qui nous dit « Cette décision historique de la Banque Centrale Roumaine ouvre la voie aux citoyens de l'Union Européenne et bientôt à tout le monde à travers le globe pour bénéficier de manière significative de la circulation de la valeur avec des délais de règlement quasi instantanés à des coûts 100 fois moins élevés, avec une transparence totale et une plus grande fiabilité. » Alors moi, de ce que j'ai l'impression, en fait, je vous rappelle que Elrond, ils n'ont pas simplement TwistPay, ils ont un exchange, ils ont une communauté de fou, ils ont un marketing d'enfer, ils ont un launchpad qui marche super bien, ils ont plein de projets qui touchent à tout. T'as, dans le métaverse, t'as Ethereum, Holoride, dans les NFT, t'as plein de possibilités de NFT, il est compatible avec Ethereum 2.0 qui va arriver. Ils commencent à s'intéresser notamment à la démocratisation des crypto-monnaies, notamment avec leur application Maiar, qui permet de démocratiser x100 les crypto-monnaies parce que il n'y a plus besoin d'entrer les adresses et tout. Là maintenant, c'est limite comme un message en fait que tu envoies de l'argent. C'est super sécurisé, super décentralisé. Ça utilise le proof of stake, donc beaucoup moins coûteux et beaucoup moins énergivore que le proof of work par exemple. Et en plus, ils sont en train de prendre une énorme place. C'est-à-dire que là, en fait, c'est pas les secteurs bancaires et traditionnels qui rachètent les projets crypto, c'est les projets crypto qui rachètent les secteurs traditionnels. Donc là, Elrond, ils sont en train de se faire une énorme place en Europe, et je pense aujourd'hui que Elrond pourrait être cette entité, en tout cas cette entreprise qui ferait en sorte que les crypto-monnaies pourraient être développées en Europe de manière significative. En France, il y a à peu près 40% des gens, d'après des sondages qui ont été faits en mai dernier, donc en mai 2021, mai 2021, comme 40% des Français aurait investi dans Elrond. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Il y a la banque roumaine qui a accepté, parce que c'est un projet roumain, Elrond. Ils sont en train d'acquérir une certaine place dans l'Union Européenne. Donc c'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou ce qu'ils sont en train de faire, de créer. Et même si il n'y a pas encore beaucoup de crypto-monnaies qui sont compatibles avec la blockchain Elrond, je pense que dans les prochaines années, tout l'écosystème qu'aura développé Elrond, il pourra largement faire le taf et largement satisfaire beaucoup de personnes. Je voulais vous parler du Maiar Launchpad aujourd'hui, c'est le bon plan, tout simplement. Pour les personnes qui ne connaissent pas, alors un Launchpad, c'est tout simplement un pas de tir, un pas de lancement. Donc c'est un peu pour lancer un projet, en fait, c'est un tremplin pour les projets qui ont besoin de visibilité. Donc, en fait, comment ça marche? Il y a Elrond qui va dire, bon bah nous on a un Launchpad, c'est-à-dire que nous, en tant que Elrond, on a une grosse communauté et tout, notre communauté a confiance en nous, si on propose des projets, forcément, ça va attirer beaucoup de visibilité sur ce projet. Il y a beaucoup de projets qui viennent les voir, et qui leur disent, bon bah nous, on a une solution, tac tac, ils en parlent à la team Elrond, et Elrond leur dit, bon ok, on peut vous proposer un Launchpad, mais en contrepartie,
vous offrez des tokens à la communauté à un certain prix. Elrond, c'est la blockchain sur laquelle je suis le plus, et clairement, c'est un projet qu'il faut suivre. C'est un projet qu'il faut suivre de fou, et dans lequel j'ai énormément investi. Aujourd'hui, les plus-values que j'ai faites, c'est 80% grâce à Elrond. La plupart, c'est grâce à Elrond. Je fais que investir dedans, je n'arrive pas à en sortir tellement il est bien. Vraiment. Moi, je me suis connecté, donc vous vous connectez ici, il y a marqué Connect, bref. Vous vous connectez directement à votre portefeuille Maillard, par exemple. Donc vous mettez... vous connectez avec l'app, donc là il y aura marqué avec quoi voulez-vous vous connecter, donc Elrond Web Wallet, l'app, bref. Vous vous connectez avec votre application Maillard pour les plus débutants d'entre vous, et pour les plus avancés, vous pouvez vous connecter avec le DeFi, le Maillard DeFi Wallet et tout. Et ensuite, ce que vous allez faire, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est les paliers. En fait, il va falloir mettre des EGLD en stacking. Le stacking d'EGLD, comment ça fonctionne? En fait, vous allez bloquer vos EGLD pendant un certain nombre de temps et obtenir des rendements dessus. Moi, je l'ai bloqué chez Just Mining, mais de manière décentralisée. C'est-à-dire que je ne suis pas passé par Just Mining, je suis passé directement sur l'application Maillard. Du coup, là, vous voyez que moi, je suis qualifié pour le tier 4. C'est-à-dire que il me manque encore 20 EGLD pour atteindre le prochain tiers. Donc moi, je suis qualifié pour ce tiers-là. C'est-à-dire que j'ai 5 EGLD sur cette adresse en stacking, et donc j'aurai maximum de tickets, j'en aurai 2. Comment vous dire? En gros, il y a des snapshots qui vont être prises à partir, que je dise pas de bêtises, à partir du 25. Le 25 mars, le KYC sera fini. Quel est le statut de votre KYC? En fait, vous allez devoir prendre une facture de soit de votre ligne de fibre, soit votre ligne de téléphone fixe, soit de gaz, d'électricité, d'eau, ou alors votre relevé bancaire, bref, un document qui montre votre adresse et votre nom et prénom. Attention, les téléphones mobiles, ça ne marche pas. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez compléter le KYC, vous allez devoir prendre une photo de votre identité et tout, bref, c'est pour que la plateforme sache que cette adresse-là est bien liée avec une personne physique qui existe bien sur la Terre. Sinon, tout le monde va créer des adresses et tout le monde va mettre un EGLD pour tout le monde avoir un ticket à chaque fois sur son adresse, enfin bref, ça serait un bordel. Du coup, une fois que vous êtes connecté, le KYC est complété et tout, vous allez mettre les EGLD en stacking, ou alors vous en avez déjà en stacking. En fonction du nombre de GLD que vous avez en stacking, vous allez pouvoir avoir des tickets. À partir du moment, le 25 mars, il y a la snapshot de GLD en stacking qui va être prise, donc une photo, si vous voulez. Et ensuite, à partir du 26 mars, on pourra acheter des tickets de loterie. Donc par exemple, moi, la snapshot elle va être prise, sur cette adresse, je vais avoir 2 tickets, donc on va me dire ici, vous avez 2 tickets achetés. Donc ça va être, je vais dire, moi je veux acheter les 2 tickets. Donc je vais acheter les 2 tickets, et chaque ticket du coup, ça vaut 200 $. Donc là, je vais payer 400 $ en fait, en EGLD. Donc c'est pas 400 $ aujourd'hui en EGLD, c'est au moment où ça sera, par exemple, si l'EGLD il prend 3 fois de la valeur en 2 jours là, ça sera pas 1200 $, mais ça sera toujours 400 $ dans tous les cas. Donc voilà, et les EGLD qui sont en stacking ne pourront pas être utilisés pour acheter les tickets. Attention à vous, parce que entre le 26, ça sera seulement le 26 et le 27 mars que vous pourrez acheter les tickets. Pas plus. Donc, en tout, vous avez seulement 2 jours, le 26 et le 27 mars, pour acheter les tickets. Et ensuite, le 28 mars, vous allez avoir l'annonce des tickets gagnants. Donc, tous les tickets gagnants vont recevoir 5000 par exemple tokens Isium sur leur adresse, et tous les tickets perdants vont se voir être remboursés en EGLD. Donc voilà, donc vous ne perdez rien en fait si vous voulez. Donc voilà, et moi la petite technique que j'ai utilisée du coup, j'ai entre 5 et 25 EGLD, et donc je me suis dit comment est-ce que je peux être le plus rentable possible. Il faudrait que je me crée une autre adresse, pour ensuite diviser mes EGLD sur plusieurs adresses, et donc avoir plus de tickets. Donc je me suis dit comment est-ce que je peux faire. Et là je me dis, bah en fait il faut que j'ai plusieurs KYC, parce que je peux pas relier en fait mon KYC, donc ma pièce d'identité, à une autre adresse. Donc je me suis dit, il va falloir que j'appelle des proches, des personnes dans mon entourage qui seraient aptes à me donner leur aval pour que je puisse utiliser leur identité et tout sur une certaine adresse. Moi j'ai des proches qui ont accepté, il y en a d'autres qui ont refusé, ce que je comprends totalement, moi je les force absolument pas, et c'est pour ça que j'essaye de répondre un maximum à leurs questions, parce que ça peut être touchy d'envoyer sa carte d'identité, un selfie de soi-même et tout, donc voilà. Surtout si vous faites cette technique, ne forcez pas. Hein, bien évidemment, comprenez que ces personnes, elles sont soit pas dans la crypto, soit peu dans la crypto, et donc qu'elles aient besoin d'être rassurées, etc. Donc expliquez-leur tout, bien comme il faut, et bah peut-être que ces 2 tickets, bah ils seront perdants, et que ça se trouve sur une des adresses, il y en aura un des tickets qui sera gagnant. Enfin, il y aura un des 2 tickets qui sera gagnant. Donc voilà, à voir. Mais en tout cas, ça met plus de chances de côté, sans forcément respecter les paliers. Donc si vous arrivez, par exemple, si vous avez 100 EGLD, et que juste avec 100 EGLD, vous pouvez avoir 8 tickets, mais si vous avez
100 adresses et 100 proches qui peuvent vous donner leur identité, et ben vous pourrez avoir 100 tickets. Bref, c'est une petite technique. J'ai laissé que 5 EGLD en fait en stacking sur cette adresse pour avoir le reste que je puisse mettre sur une autre adresse et avoir plus de tickets à potentiel à acheter. Donc là pour l'instant c'est pas encore enlevé du stacking, mais il faut que ça soit enlevé avant le 25 mars. Et c'est pour ça que je dis que toutes les personnes qui veulent faire cette technique, eh ben vous avez plus que jusqu'au 15 mars en fait pour faire ça. Et encore je sais pas. Donc pour moi en fait c'est jusqu'à aujourd'hui. Donc si vous pouvez le faire maintenant et que vous êtes vraiment sûr que vous voulez faire cette technique, faites-le. Donc gardiez seulement, par exemple je sais pas si vous avez 30 EGLD, et ben vous gardez 25 EGLD sur une adresse en stacking et vous en mettez 5 sur une autre. Comme ça vous avez 4 plus 2. Au lieu d'avoir 30 EGLD sur une seule adresse, et ben vous en aurez 25 plus 5. Et donc vous pourrez avoir 6 tickets au lieu de seulement 4. Voilà. Mais par ailleurs, il faut aussi trouver quelqu'un avant qui puisse accepter de vous donner son aval pour son identité, etc. Faut faire attention, moi, une fois, ça m'a mis 12 jours à déstack. Ah ouais, 12 jours. Alors moi, ça m'a toujours mis 10 jours. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Projet Isium, en fait, c'est tout simplement... ça fait longtemps qu'on en parle déjà. Je vous invite à aller voir la rediff du 1er février qu'on a fait avec, justement, le youtubeur Mon Bitcoin et Mon Couteau. Et en fait, c'est tout simplement une plateforme, en fait, qui va mettre en place un NFMe. Donc c'est un NFT qui vous représente, en fait, dans le métavers, si vous voulez, et qui va garder toutes vos informations pour elle. Pour lui, enfin bref, dans ce NFT. Vous avez toutes vos données, donc par exemple dans le médecin, dans vos habitudes, etc., qui vont être stockées dans ce NFT en fait. Il va être décentralisé aussi. Et vous allez pouvoir choisir soit de vendre vos données, et donc d'avoir un petit pourcentage à chaque fois que vous vendez vos données, donc ça va être sur un exchange un petit peu de données si vous voulez, un data exchange je crois. C'est un data exchange, et en fait vous allez pouvoir avoir des rendements sur vos données. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les GAFAM qui s'enregistrent sur vos données, bah ça va être vous, tout simplement. Donc pourquoi y participer à ce Launchpad? Et bah d'ailleurs parce qu'il y a une plus-value qui va être à coup sûr, c'est sûr et certain. Vous allez acheter un token à 0,04 centimes. Dois-je vous rappeler combien a fait le ride au moment de son lancement? Perso, moi j'ai réussi à avoir le Launchpad du ride, je suis très satisfait, j'aurais pu faire un bon rendement. Je l'ai pas fait malheureusement, j'ai pas fait le meilleur rendement qui pouvait être. Je m'en suis un peu mordu les doigts, je vais pas vous mentir, parce que par la suite, il nous a fait un pic à 2,5$. Donc voilà. Donc potentiellement, montrer le graphe, tac. Donc potentiellement, si on refait pareil, alors là, la grosse mèche qui a été là, c'était pas un bug, mais c'est des grosses baleines qui ont acheté énormément de rides pour faire pump le cours, tout revendre en haut, et ensuite ça a refait plonger. Et il y a beaucoup de personnes qui ont acheté du ride ici, qui s'en sont bouffé les doigts et tout, parce qu'ils pensaient que ça allait monter plus haut. Bon. Et moi j'ai revendu aux alentours des 80 centimes. Alors je me plains pas, hein, parce que j'ai acheté à 0,4 centimes, à 4 centimes, et j'ai revendu à 80 centimes, donc j'ai quand même fait un x20 sur mon investissement. Mais j'ai pas tout revendu, et il me reste beaucoup encore des rides aujourd'hui. Et je pense que Isium, il va arriver, je pense, aux alentours des 1$, 2$, je vais commencer à revendre une grosse partie, parce que j'ai pas trop envie de prendre de risques, mais je vais quand même en garder un petit peu. Je pense que je vais garder 20% au moins de tout l'investissement. Donc voilà, pour vous dire un petit peu, si je gagne, bien sûr, des tokens Isium. Au niveau du listing, il y a des baleines qui ont acheté beaucoup, et donc là, ils vont faire en sorte qu'ils puissent plus faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, le cours va sûrement monter un peu moins vite. Bon là, c'est en jours. Mais le cours va pouvoir probablement monter un peu moins vite jusqu'à se stabiliser en fait. Et donc moi je vois plus une étape un peu comme ça, donc tac, ça va redescendre un petit peu, hop, et puis ensuite ça va remonter, puis ça va se stabiliser, puis après voilà, il va faire sa vie. Mais je vois bien en tout cas une phase avec pas un gros pic, puis des pommes derrière et un truc qui va faire comme ça au fur et à mesure et qui va se lisser. Mais je vois plus une phase où l'adoption va être très rapide au début, puis ça va se stabiliser au bout d'un moment, au bout de quelques jours et tout, et puis voilà. Et j'ai fait une vague comme ça parce que en fait on sait très bien que ça va augmenter, il va y avoir une euphorie, et ensuite derrière ça va se calmer un petit peu, ça va peut-être pump un petit peu au-dessus, et puis ensuite le cours va faire un peu comme ça a fait là si vous voulez. Sauf que là ça a fait un gros pump, c'est redescendu, c'est remonté, c'est redescendu par derrière, et là tac. Bref, super intéressant en tout cas. Isium, je vous invite vivement à y participer, vous perdez rien, à part si ce n'est peut-être un peu de temps, croyez-moi, c'est très positif. Tu vas aller faire quoi avec ta carte crypto? Tu disais, ah ouais, en fait je vais mettre des euros sur ma carte crypto.com et je vais pas les passer en crypto. Et du coup, ma carte crypto.com va me permettre d'avoir Spotify remboursé, et en plus d'avoir 2% de cashback. Et donc en fait, je vais faire tous mes achats en fait avec ma carte crypto.com. Et donc à chaque fois que j'aurai un achat, je vais recevoir 2% en cashback. En plus, je vais investir 350 € dans le CRO, parce que pour avoir cette carte, il faut les bloquer ces CRO pendant 6 mois. Ouais, c'est la Ruby, c'est ça. Et en fait, je vais bloquer mes CRO pendant 6 mois.
donc 350 € de CRO, je crois. Et en plus, je vais avoir des pourcentages là-dessus. Aujourd'hui, je trouve que le CRO, il a un prix qui est assez bas, donc aux alentours des 38 centimes, je crois. Et donc, je pense que je vais faire ça. Parce que j'ai pas un énorme portefeuille et j'ai pas envie de me risquer trop, tu vois. Genre, demain, si ça crache, bah, j'ai pas envie d'être dans la merde. Mais ouais, la Jade, ça fait plaisir. Parce que la Green, c'est genre 3% de cashback, Netflix plus Spotify plus accès à des lounges d'aéroports. Alors, je sais pas c'est quel aéroport, je sais pas si c'est tous les aéroports ou quoi, ou si c'est simplement certaines compagnies. Mais putain, ça c'est comme il dit Axie Rabbit, c'est Gucci, ça vraiment, ça super bien. Mais c'est quand même 3500 € de... Comment ? C'est quand même 3500 € d'investissement dans le CRO. Donc c'est compliqué avec le portefeuille que j'ai aujourd'hui. Moi j'ai envie de savoir parce que est-ce que tu bloques tes CRO pendant 6 mois ? Ah ouais, elle reste après ? Et tu peux toujours l'utiliser normal. C'est juste pendant 6 mois, au début, t'es obligé de les bloquer, quoi. Mais c'est énorme, ça. J'ai acheté mes vacances avec la carte crypto.com, j'ai eu 100 € de cashback BNF, mais c'est énorme, c'est énorme. Ah ouais, t'as le choix, tu restes avec 6 mois ou tu as plus d'avantages. Ah ok. Ah, il y a une limite de 1200 € de cashback, mais c'est pourquoi ? C'est par mois et sur quelle carte ? Moi, ça m'intéresse, là, les gars. Parce que là, je vais sûrement sortir un petit peu de ma thune pour mettre ça justement sur crypto.com et commander cette carte. Si c'est 1200 € de cashback par an, ça fait chier. Par contre, attention, les services clients crypto.com, très mieux. D'accord, ok. Moi, j'ai eu un autre retour et... Ah, 1200 par mois, ok. Oh bah, tranquille. Ouais, moi, ce qui me bloquait avec Binance, c'est que c'était que 100 € de cashback par mois. Je me dis, si je fais un gros achat ou un truc comme ça un jour, être bloqué à 100 €. Sur ce, eh ben merci à tous en tout cas. Merci pour tous les follow qu'il y a eu durant ce live. J'ai vu qu'il n'y avait pas eu de sub, c'est dommage. C'est dommage. Merci à tous, c'était une super bonne matinée ensemble. 2 heures de live, ça fait extrêmement plaisir. Moi, je vais retourner vaquer à mes occupations. J'ai un petit peu de vaisselle à faire, j'ai une douche à prendre. J'ai beaucoup de montage à faire pour jouer un roman et pour Crypto Future. Donc voilà, merci à tous. C'était encore une fois un plaisir. Je kiffe ça et n'oubliez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être lancer ma chaîne Twitch en solo. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal des gens qui étaient contents à cette idée-là et qui étaient prêts à me suivre dans cette aventure. Donc voilà, je suis super content de cette communauté, de ce que vous représentez, de tout ce qui se passe et tout. Et donc voilà, merci à tous. C'était le mot de la fin du coup. Je savais pas trop par quoi finir parce que j'ai pas forcément appris beaucoup de choses cette semaine. Généralement, je partage un petit peu des choses que je vous dis dans la semaine. Et puis voilà. Merci à tous encore une fois. C'était Alex et encore une fois la semaine prochaine. Salut.